Un mec qui fait 1000 appels de vente mais avec une mauvaise méthode, il va être beaucoup moins bon qu'un mec qui en fait 50 avec une bonne méthode. L'ego, c'est la pire des choses, c'est ce qui va tuer un closer. Celui qui se soucie le plus du prospect gagne la vente en incluant le prospect. Il y a bien plus de personnes bonnes en vente aux US qu'en France. Jeremy Maynard, je me suis formé avec son top closer, il faisait 80K de commission tous les mois straight. Ce qui m'a pas essayé d'accélérer, c'est de rencontrer des gens qui font ce que tu fais par mois à la journée. L'argent, c'est ton obsession principale aujourd'hui. Ouais, jusqu'à au moins des millions. Le mec m'appelle, il m'explique qu'il a un business floral pour des animaux, des couronnes de fleurs pour des éléphants, un truc avec des ukulélés. Un mec, une fois, bon, c'était un call de closing classieux et il avait 50 ans à peu près. Il m'avait répondu, va te faire foutre en vrai. Moi, j'ai pas du tout passé un bon moment. Ah ouais, putain. L'IA peut-elle un jour remplacer les closers? Ouais. Ah ouais, tu penses? Ok, salut à tous. Donc aujourd'hui sur le podcast, on accueille pour la première fois Mathis. Comment ça va, Mathis? Bah ça va très bien, merci. Et toi? Avec grand plaisir. Bah écoute, nickel aussi. Hâte d'avoir cette petite discussion avec toi sur la vente. Je sais que t'es très chaud en vente. On a déjà parlé quelques fois, donc hâte qu'on puisse parler de ça. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour les personnes peut-être qui te connaissent pas encore? Bien sûr. Alors moi, je m'appelle Mathis Clouet, j'ai 21 ans. Ça fait 5 ans que je commence à monter des entreprises, alors pour une entreprise à la fois. Je suis français, expatrié à Dubaï depuis mes 17 ans. Voilà. Et je suis dans le secteur du marketing depuis mes débuts. Donc d'abord copywriting, puis marketing, direct response marketing, et ensuite donc vente, sales, high ticket. Et aujourd'hui, j'ai Ecosystem.io, qui est une boîte d'accompagnement et plus dont je suis toujours founder et directeur entre guillemets. Ok, donc tu as eu l'occasion normalement de faire pas mal d'appels de vente quoi depuis le début. J'ai passé plus de 2500 appels de vente sur les 3 dernières années. J'ai closé jusqu'à très longtemps moi-même et même à mes débuts pour des clients en réalité. Donc j'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'appels de vente et je devrais pas, enfin c'est pas, je m'en vante pas parce que j'aurais dû déléguer beaucoup plus rapidement la vente en fait. C'est une erreur que j'ai faite. Tu t'aimais bien ça, non? C'est pour ça que tu as continué à le faire encore un peu. J'aime bien ça. J'avais aussi de très bons résultats parce que vu que j'en ai fait beaucoup et que j'ai un naturel, je suis assez, on va dire, bon vendeur, ou en tout cas, vu que j'aime bien ça, j'en fais plus, et vu que j'en fais plus, je deviens meilleur. Et donc, c'est vrai que ça marche bien et je vends bien. Et donc, forcément, c'est plus difficile de déléguer quelque chose qui performe super bien quand c'est tout qui le fait. Ouais. Que l'inverse, quoi. Donc, surtout que la plupart du temps, quand t'as une personal brand et que tu délègues à un closer, t'as quand même une baisse de résultats, à part si vraiment il est très très bon. Mais souvent, t'as quand même l'autorité du fait que ce soit toi qui close. Donc souvent, le taux de closing baisse un peu au bas. On va dire que c'est toujours plus facile que quand c'est toi, effectivement, qui le fait. Ouais. Pour 90% des closers, les résultats vont légèrement baisser, mais ça est compensé par le nombre de créneaux qui est augmenté disponible. Ouais. Dans les 10% des meilleurs closers, tu peux quand même trouver quelqu'un qui performe aussi bien si ce n'est surperforme. Dans le cas où tu es très bon en vente. Parce qu'il y a plein de personnes qui aussi ont pas envie de s'occuper de ça. Et voilà, donc c'est plus facile de déléguer. Ok, donc 2500 appels de vente, c'était quoi un peu les premiers que t'as pris? Genre c'est quoi ton expérience? T'as commencé comment? C'était genre sur quel produit que tu vendais à la toute base? Alors moi, mon tout premier appel de vente, c'était pour du copywriting. Je devais avoir 16 ans. Et je me souviens que c'était une dame que j'avais prospectée à l'époque sur Twitter, qui avait réservé un appel via un Calendly. Et j'ai jamais fait d'appel de vente. Je me suis dit, bon, on va voir comment ça se passe. Je sais même pas comment faire. En réalité, j'avais pas regardé de vidéo. Je m'étais pas formé. Moi, j'étais un gars qui écrivait. Donc, voilà, c'est compliqué de passer un appel. Et je me souviens que l'appel a dû durer peut-être 20-30 secondes. Je savais pas quoi dire. J'avais peur de la déranger, en fait. Et vu qu'elle était dans une posture un peu aussi de pourquoi est-ce que j'ai réservé l'appel, j'étais là en mode pardon, non mais c'est moi, je sais pas en fait, et j'ai raccroché l'appel. Et en fait j'ai complètement paniqué quoi. Donc ça arrivait à tout le monde. Ensuite je me suis formé, j'ai regardé, puis j'ai répété. Puis en fait c'est une question de volume. Il y a 2 écoles, il y en a qui disent que c'est le volume, il y en a qui disent que c'est les compétences. Moi je suis convaincu que c'est les deux. C'est Jeremy Maynard aux US, il dit un truc assez pertinent. Vous avez beau faire du volume, vous avez beau passer 100 appels de vente. Si vous passez 100 appels de vente, mais que vous ne réécoutez pas et que vous regardez pas pourquoi est-ce que ça n'a pas closé sur les appels que vous n'avez pas closé, celui qui en passe 10, mais qui écoute tous ces appels et qui comprend la raison pour laquelle ça n'a pas closé sur chacun des appels, va performer plus et va s'améliorer plus vite. Donc il faut revenir sur ces appels et avoir une vraie démarche de compréhension de ce qui a fait que c'était le close, pourquoi est-ce que tu étais on fire ce jour-là et t'as bien closé, ou ce qui a fait que justement le prospect n'est pas passé à l'action avec toi. Carrément. Je suis d'accord parce que moi, pour m'être formé du coup pas mal aux US aussi, justement, Jeremy Maynard, je me suis formé avec son top closer. Genre pendant plus d'un an, c'était son top closer. Il faisait 80K de commission, tu vois, tous les mois straight. Dingue. Avec Jeremy Maynard. Et du coup, pour en avoir pas mal parlé avec lui, en fait, j'ai un peu le même avis que toi sur ça, c'est que un mec qui fait 1000 appels de vente mais avec une mauvaise méthode,
Genre, il va être beaucoup moins bon qu'un mec qui en fait 50 avec une bonne méthode. Donc, tu peux faire autant de volume que tu veux. Si t'as pas les bonnes stratégies, les bonnes compétences, le volume sur un truc mauvais ne sert à rien, tu vois. Donc, c'est pour ça que les deux cumulés, comme tu dis, je pense que c'est le mieux, en vrai. Ah bah, 2000%. 2000%. Ça tombe bien que tu parles un peu des US et tout. C'est quoi ton avis? Je me demandais ton avis sur ça entre, tu as le closing US, FR. Moi, je me suis formé un peu sur les deux. Tu vois, au total, j'ai dû investir 30 000 euros à peu près juste sur la compétence du closing, dont une grosse partie aux US. C'est quoi ton avis entre les différences peut-être US, FR, la différence de compétences, la différence de, voilà, global à ce niveau-là? Ils sont quand même bien meilleurs aux US, de moi ce que j'en ai vu. Alors il y en a qui me diront oui mais non, on est très bon en France. Oui mais c'est en fait, il peut y avoir des individus qui sont meilleurs en soi que certaines personnes aux US, mais dans la moyenne haute des US, on a beaucoup plus de gens excellents qu'en France parce qu'ils se permettent des choses qu'on jugerait de trop agressifs en France, mais qui sont en fait juste pour moi des approches qui sont beaucoup plus claires, beaucoup plus transparentes. Ils ont globalement, ils sont quand même beaucoup plus avancés parce qu'il y a aussi beaucoup plus de monde, parce que ça va beaucoup plus vite, parce que c'est de la culture. Un pays, ça a une culture particulière. La culture de ce pays-là, elle est quand même très axée sur la vente, très axée sur le fait d'oser, sur le fait d'avancer, etc. Donc, moi, je trouve que c'est quand même vraiment mieux. La différence après dans les relations vente-sales en France, on fonctionne différemment. Donc, évidemment qu'il faut réadapter. Ça sert à rien de regarder une vidéo aux US et de dire je sais vendre et maintenant. Il faut comprendre l'avatar en France. Savoir faire la part des choses, mais non, il y a bien plus de personnes bonnes en vente aux US qu'en France à mon sens. Ouais, 100%. Parce que moi, il y a pas mal de gens, enfin ça m'est déjà arrivé maintenant moins, mais pas mal de gens qui me disaient ouais les strat US c'est bien, mais j'ai peur que ça s'applique pas trop au marché français. Moi, mon avis sur ça, c'est que du moment que tu les nuances un minimum et que tu les adaptes, enfin de mon expérience perso en tout cas, à partir du moment où je suis allé apprendre aux US, comme tu dis, genre j'ai appris des choses radicalement différentes de ce qu'on entend en France. Et en fait, en France, j'entendais tout le temps les mêmes choses, tu vois, les mêmes conseils un peu basiques. Et dès que je suis allé aux US, pour en avoir pris 2 ou 3 là-bas, genre les stratégies c'est radicalement différent. Enfin, tu sens direct le niveau de compétence qui est plus haut, quoi. C'est incomparable, je trouve. Ah bien sûr, complètement. Ouais. Il y a pas de doute. Toi, tu t'es formé. Tu t'es déjà formé sur le closing, genre t'as déjà pris des mentorats, même peut-être des consultings ouais, sur. Ouais, pas mal. J'ai pas mal de prix de trucs. J'avais investi chez Cole Gordon à l'époque. J'ai pris pas mal de mastermind, j'ai pris pas mal de one-one aussi avec des personnes que je trouvais qui étaient vachement bien. J'avais pris un one-one avec notamment le head of sales de Hormozy pendant un moment là, que je sais plus comment il s'appelle. Josh Lyons. Comment? Non. Josh Lyons, non. Comment il s'appelle? Non, c'est pas Josh Lyons. Il est bon, j'aime bien ce qu'il fait. Ouais, j'avais déjà. Ouais, c'est vraiment bien, mais c'est pas lui. Je te ressortirai le nom, on le mettra directement en bio si tu veux. Il a une chaîne YouTube qui est vraiment top. Il a closé pour Eman aussi. Et mais non, ouais, c'est bien sûr super important. Après, globalement, il faut vraiment développer ses skills sur le terrain, prendre des appels. Si vous avez vraiment du bon sens et que vous êtes transparent avec vous-même, vous êtes honnête avec vous-même, vous allez voir pourquoi est-ce que l'appel n'a pas fait. Si vous prenez votre appel à froid 48 heures après ou 72 heures après, vous réécoutez votre appel. Et vous voyez le prospect partir alors qu'il vous a dit qu'il en avait besoin mais qu'il a peur de ça. Et que si vous êtes honnête avec vous, encore une fois, il n'y a pas de problème. Ouais, 100%. Et ça, c'est un truc, je m'en rends compte de plus en plus que là, tu sais peut-être pas du coup encore, mais je suis head of sales là sur 2 offres actuellement. Du coup, j'ai l'occasion de voir de plus en plus de closers, tu vois, évoluer, etc. Et il y en a très peu. Bon là, en tant que head of sales, du coup, forcément, ils sont obligés de réécouter leur call. Mais même dans mon accompagnement, je vois que sur toutes les personnes dedans, il y en a énormément, ils font même pas l'effort de réécouter leur call, tu vois, alors que c'est le truc principal. Et je pense que c'est pour ça que pas mal de personnes stagnent aussi, c'est parce qu'ils réécoutent pas leur call et ils prennent pas le temps de le faire. Alors qu'en vrai, c'est le truc le plus important, tu vois. Si t'écoutes pas tes calls, c'est compliqué de progresser, je trouve. Ah, mais 2000%. Bah oui, il faut, c'est la première chose à faire. Ouais, complètement. Sur les 2005 que t'as pris, t'en as réécouté combien? C'est ça la vraie question. J'en écoutais beaucoup plus au début. Parce qu'évidemment, plus t'en fais après, moins t'as le réflexe, alors que tu devrais continuer à en écouter, mais je sais pas, j'ai dû en écouter 250, 300 peut-être. Ok. Ouais. Non, c'est cool. Après, au bout d'un moment, t'as un plafond de compétences quand même en closing de manière générale. Moi, le truc qui progresse moins vite et du coup ton levier il est ailleurs. Ouais, c'est ça. Le truc en closing aussi en France, c'est que, tu vois, aux US, par exemple, je te parlais du mec chez qui je me suis formé principalement, là, le meilleur closer, Jeremy Miner. Lui, il faisait, ouais, tu vois, 80 000, 90 000 sur certains mois de commission. En France, t'es rapidement plafonné quand même si t'es sur les meilleures offres de l'infoprenariat français, t'es quand même plafonné à 20K en général.
en closing 20, ou alors faut aller vendre des produits vraiment plus chers. Mais tu vois, sur du high ticket basique, alors 5K, t'es quand même plafonné à 30K en général. Nos closers, j'espère pouvoir leur faire passer la barre des 20K par mois de commission cette année. Donc c'est l'objectif. Ouais, il faudrait qu'ils prennent au moins 30K chacun. Ok, en prenant combien de calls à peu près, t'as un ordre d'idée? Ça va dépendre des semaines, mais on est globalement une 30aine de calls par semaine chacun. Ok, ouais, c'est good, c'est pas excessif, ça va. Ouais. Plutôt chill. Ouais. Ok. Et d'ailleurs pour tes closers, toi c'est quoi? Je pense que ça peut être intéressant pour les gens. C'est quoi ton process pour trouver un bon closer? Genre, pour toi, c'est quoi les qualités d'un bon closer en fait que tu regardes avant de le sélectionner dans ta team, tu vois? En fait, moi, je cherche quelqu'un qui est proactif, qui apprend de ses erreurs et surtout qui n'a pas d'ego. L'ego, c'est la pire des choses. C'est ce qui va tuer un closer. C'est lorsque tu penses tout savoir, que t'es supérieur, que t'es machin, etc. C'est toujours se remettre en question, toujours se rabaisser, mais c'est vrai. En fait, il faut vraiment se remettre sous le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Ouais. Je pense que c'est valable dans tous les domaines de la vie. Le jour où tu arrêtes d'apprendre et que tu penses tout connaître, c'est là où tu commences à tomber. Et ensuite d'avoir quelqu'un qui est constant. Et Hormozy, il y a un truc assez intéressant. Un bon closer, c'est pas quelqu'un qui arrive à être le plus chaud au pic. C'est quelqu'un qui never gets cold, qui arrive à ne jamais se refroidir, même durant les périodes de creux, parce que les sales, c'est des cycles. C'est des hauts, des bas. Tu as des semaines mauvaises, des semaines hautes. C'est des jours où pendant 4 jours, tu vas pas réussir à closer. Ça arrive. C'est ok. Enfin, c'est ok. C'est pas ok, mais ça arrive. Et il faut effectivement savoir dans ces moments-là réécouter ces appels de hot streak, les enchaînements où tu avais fait que du close, et de comprendre qu'est-ce qui a fait que tu closes à cette période-là et savoir se remettre en question, réécouter, prendre le temps. Quand t'as un appel qui no show, un closer moyen, voire un mauvais closer, va pouvoir prendre le temps pour se reposer, se respirer, etc. machin. Un bon closer, il en profite pour faire ses follow-up. Ouais, 100%. Il est en permanence dans le, tu vois. Donc c'est vraiment ça l'enjeu en fait. Il y a un truc et tu vois typiquement sur ça, c'est un des points aux US où j'ai appris énormément de choses, c'est surtout les process hors call de closing aussi, tu vois, que ce soit genre les upsells, les cross-sells, les recommandations, justement comment est-ce que tu manages ton temps, tu vois, comment est-ce qu'un closer il peut utiliser. Est-ce que toi tu utilises ça avec tes closers? Je sais que moi par exemple, on m'avait donné le conseil, un de mes mentors, il m'avait dit que si t'as un no-show, la meilleure chose à faire, c'est déjà rappeler tous les no-shows que t'as eu tous les autres d'avant, tu vois, et les rebook dans ton agenda, mais après t'as peut-être des setters, toi, qui s'en occupent. Et il y a un truc aussi, je sais pas si tu le fais, mais de faire reprendre un call avec un autre closer, tu vois. Imaginons t'as un mec qui a pas close avec un de tes closers, de l'envoyer avec un autre closer pour voir s'il arrive à le closer. Je sais qu'aux US, ça. Ouais, complètement. Ça peut être vraiment intéressant, ouais. 100%. Ouais. Tu vois, parce que typiquement, c'est intéressant, surtout si t'as un mec qui est très chaud en objection, tu vois, sur un lead qui était pas loin de closer, mais où juste il avait quelques objections à la fin qu'un des closers a pas réussi à traiter, tu le plug avec un autre closer, tu fais passer ça pour un deuxième call, peu importe comment tu le mets en avant, et l'autre closer, il essaye de le close, et je sais qu'aux US, ils le font beaucoup et que ça marche pas mal. C'est une excellente question. C'est une excellente idée, pardon. Une excellente idée, vraiment. Après, faut voir en fonction de ton cycle de vente, parce que il y a certaines personnes, si t'as un cycle de vente plus long, ça peut te griller avec certains leads qui vont avoir l'association que tu forces un peu, mais sinon je pense que c'est... Ok. Et c'est quoi, question pour toi, c'est quoi selon toi, genre, si tu dois prendre les closers, et même dans la vente, on va sans parler de closer, genre pour toi dans la vente, c'est quoi les meilleures stratégies selon toi que tu peux appliquer, genre le 80-20 de la vente, genre là si je te dis, t'as genre quelques phrases pour décrire un mec, comment est-ce qu'il peut être le meilleur en vente possible, ou en quelques phrases, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour qu'il soit le meilleur vendeur? C'est quoi pour toi le 80-20 de la vente? Celui qui se soucie le plus du prospect gagne la vente en incluant le prospect lui-même. Pas par charité chrétienne, pas parce qu'on est là pour être dans le monde des bisounours et vouloir aider tout le monde, etc. Par définition, c'est un bon produit, c'est-à-dire que tu aides la personne, comme ça t'as pas de refund, comme ça tu peux upsell, etc. Donc on a tout intérêt à bien aider la personne. Et c'est justement l'enjeu de l'appel de vente. L'appel de vente, il est là pour comprendre pourquoi est-ce que la personne a pris 3/4 heure de son temps pour venir parler à un inconnu de ses problématiques. Problématiques de poids, de santé, d'argent, voilà. Il y a plein de problématiques, c'est la raison pour laquelle il vient dans l'appel. La raison pour laquelle vous venez dans l'appel aussi, et pourquoi la personne n'achète pas via un lien Stripe, un lien de paiement, c'est pour avoir un diagnostic de son offre, de ses problématiques, et c'est de comprendre en détail comment est-ce que vous, avec votre offre, vous pouvez l'aider. Et donc quand je dis se soucier le plus du prospect en incluant le prospect lui-même gagne la vente, c'est celui qui va poser les bonnes questions au bon moment de manière très intéressée avec une curiosité d'enfant, qui va essayer sincèrement de se soucier
de la solution, de la situation en face de la personne, et surtout lorsque la personne va rentrer dans la phase des objections en disant c'est pas pour moi, c'est trop cher, j'ai pas le temps, machin, je dois en parler, tout ce que tu veux. Le rôle que vous avez en tant que closer, ce serait le rôle d'un frère, d'un père, d'une mère, peu importe, de se soucier sincèrement au point de dire là ça va pas, de lui remettre face à ses propres contradictions et de manière très naturelle mais très ferme lui dire que il est en train de se voiler la face, il est en train de se mettre des barrières mentales qui n'existent pas, des écrans limitants, tout ce que tu veux, des objections, des écrans de fumée, et de le faire partir sur la solution dont il a besoin. Et en général, c'est des solutions pour les résoudre plus rapidement, il faut payer cher, plusieurs milliers d'euros, parce qu'il y a rien qui est gratuit dans la vie, il y a rien qui est magique, il y a rien qui est comme ça. Donc si tu veux aller court-circuiter, accélérer, passer à un cap beaucoup plus rapidement, il faut partir sur une solution qui te fait sortir de ta zone de confort par son prix, mais aussi par les dispositions que tu vas devoir prendre. Parce que à partir du moment où la personne est restée bloquée dans une situation pendant plus de 2 ans, plus de 3 ans, qu'il n'y a rien qui change, et ben en fait, elle continue à souffrir en permanence de cette situation-là, sans jamais rien y faire, parce qu'elle n'est pas capable toute seule de se prendre en main pour assez sortir de sa zone de confort, assez se faire du mal, pour aller vers du mieux. Et donc, c'est votre rôle en tant que closer de se soucier sincèrement du prospect. Ça passe par poser les bonnes questions, écouter sincèrement la personne en face de vous, s'assurer que votre produit est vraiment adapté à la personne en face de vous, et surtout, le remettre en face de ses contradictions lorsqu'il y en a. Ouais, 100%. Et je suis 100% d'accord avec toi. Et il y a un truc que beaucoup, je trouve, ont du mal à faire, c'est justement challenger les gens et les mettre face à leur indécision, à leur procrastination. Ouais. Genre, les challenger vraiment, tu vois, parce que il y en a beaucoup, et même moi j'ai souvent ce feedback là, c'est genre des gens qui vont se dire ouais mais j'ai peur d'être pushy, tu vois, j'ai peur de forcer, j'ai peur que la personne elle le prenne mal, etc. Mais en vrai, si la personne est là, c'est qu'elle a un problème et que vous avez la solution à son problème très probablement. Donc il y a genre aucun mal à forcer entre guillemets si vous savez que derrière la solution elle va aider la personne. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à être pushy, et tu vois moi j'ai plein d'anecdotes avec ça. Typiquement j'ai une anecdote, je la raconte souvent, c'est genre enfin non, même pas, je crois que j'ai jamais raconté, je dis ça, mais non, c'est une anecdote que j'ai jamais racontée. Il y a un mec, une fois, c'était un call de closing classique, genre closé, je sais plus pour qui c'était, mais c'est pour du make money, et il avait 50 ans à peu près. Tu vois, je pense que c'est l'anecdote de closing la plus folle que j'ai depuis le début. Il avait 50 ans, je le prends en call, etc., on fait le call, tout se passe en vrai plutôt bien, il avait quelques croyances limitantes, etc., je le challenge pas mal. Là, on arrive aux objections, tu vois, un moment fatidique. En arrivant aux objections, je sais plus exactement ce qu'il me dit, mais il me semble qu'il m'avait dit ah mais de toute façon genre peur du scam, tu vois, genre il y a beaucoup d'arnaques en ligne, etc., etc. J'avais essayé de justement faire en sorte de changer sa manière de penser, etc., etc. Et le call il s'était fini. Il m'avait dit mot pour mot non en vrai là tu commences à me casser les couilles, je vais pas te mentir, le call était déjà long, ça fait 45 minutes qu'on est ensemble, j'ai rien appris, j'ai rien appris, donc honnêtement, je pense qu'on va s'arrêter là, et voilà. Moi, tu vois, en vrai, c'était à mes débuts en closing en plus. C'était à mes débuts, donc je lui ai dit, tu vois, je lui ai dit, ok, écoute, pas de souci. Moi, l'objectif, c'est pas non plus qu'on se manque de respect, mais écoute, en tout cas, c'était quand même un plaisir de parler avec toi. Passe une bonne fin de journée, et à bientôt. Et lui, il m'a répondu quoi? Il m'a mot pour mot, mec. En vrai, c'est quand il repense cette anecdote, il y a moyen que j'ai le fantôme, faudrait que je le retrouve. Ouais. Il m'avait répondu, va te faire foutre, en vrai. Moi, j'ai pas du tout passé un bon moment. À bientôt. Et il avait raccroché. Ah ouais, putain. Ah ouais. T'imagines? Et genre, ça, c'est un call, tu vois, sur peut-être plusieurs milliers, tu vois, mais les gens, ils vont s'arrêter en mode, parce qu'ils ont peur que ça arrive. Ils vont pas challenger les gens, sauf que ça arrive jamais. Je pense que toi, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais. Non, ça m'est jamais arrivé, honnêtement. Ouais, ça arrive. Moi, je suis tombé dessus. Le mec horrible. Non, mais ça arrive. C'est, moi, ça peut arriver. Mais c'est vrai que je n'ai jamais rencontré sur 2500 calls. Enfin, tu vois, Ouais, c'est moi. Mais il y a que lui, tu vois. Tous les autres, ça, me faire insulter, en tout cas, c'était la seule fois. Mais ouais, ça m'était arrivé. Mais tu vois, je trouve en closing, c'est quoi pour toi c'est quoi l'anecdote la plus drôle que t'as en closing? Genre le truc, pas drôle, mais ouais, c'est la plus drôle, la plus folle que t'as eu en closing. Genre un call dont tu vas te souvenir. Je sais pas si t'en as, mais est-ce qu'il y a un call qui t'a marqué? Un mec, mais je sais pas s'il me trollait ou pas. C'était à mes débuts aussi. Et j'arriverais, enfin, je saurais jamais, mais il m'avait parlé d'un business tellement what the fuck, je pense avec du recul que c'est pour se foutre de ma gueule, mais j'arrivais pas à savoir. Normalement, tu sens qu'un mec se fout de ta gueule, tu vois. Ouais. Mais le mec m'appelle, il m'explique déjà dans son formulaire, je comprenais pas trop ce qu'il faisait, il m'explique qu'il a un business floral pour des animaux. Alors un truc de fou, j'arriverais même pas à te dire, avec des business floral 2 ans, donc, un truc, et ça partait dans tous les sens. Mais le mec, il est très sérieux.
dans son discours, mais un truc impossible. Genre, je sais pas, il fait des couronnes de fleurs pour des éléphants et un truc avec des ukulélés, des trucs. Tu dis, il se fout de ma gueule. Non, mais il est là pour me faire perdre mon temps. Il m'a dû voir passer sur LinkedIn. Il s'est dit, on va faire une blague avec des potes. Il a dû enregistrer l'appel. C'était probablement ça. Mais d'un autre côté, je lui posais les questions. Il était en mode, le problème, c'est que il répondait. Ouais, il était vraiment il était assez sérieux. Et donc, par mesure parce que déjà, je pouvais pas l'aider. C'était trop what the fuck. Et puis par mesure évidemment, j'ai coupé court poliment, mais ça, je m'en souviendrai parce que je saurais même plus te dire. Business floral pour les animaux, c'est pas mal. Non, mais il m'avait sorti un truc de fou. Ouais, j'imagine que tu pouvais pas l'aider du coup. Business floral, c'était quand t'étais sur le copywriting ou sur... Non, ouais, c'était vraiment c'était il y a longtemps. C'est pour ça que je me souviens même plus du call, mais je me souviens que ça m'avait marqué parce que t'as l'impression d'être pris pour un con. Tu te dis, mais c'est possible. Mais t'arrives pas à savoir. Normalement, t'as un instinct, tu sais, tu sens. Ouais, impossible de savoir. Moi, j'en ai une comme ça aussi, un truc un peu plus drôle que des insultes. C'était elle m'avait dit, pour le coup, à mon avantage, elle m'avait dit, il faut absolument que j'achète aujourd'hui parce que à partir de dimanche, il y a Mercure qui rétrograde et je ne peux pas. Je te promets que c'est vrai. Je te jure qu'elle m'avait dit parce que dimanche, il y a Mercure qui rétrograde et je ne peux pas acheter à ce moment-là. Après, si tu regardes toutes les périodes de baisse boursière forte, c'est toujours sur les rétrogrades de Mercure. Non, Mathis, pas toi, tu peux pas. Je t'assure, c'est Julian Petrolas qui est marqué. Moi, je les vois sur mes portefeuilles. C'est pas possible. Ah ouais. J'y crois pas à ces trucs. À chaque fois que t'as des baisses de plus de 10%, chaque fois, Mercure qui rétrograde. Mercure qui rétrograde. Mais c'est fou, hein. Mais à chaque fois, et tu peux bref. Je suis pas dans ces trucs-là, j'y connais absolument rien. Mais je voyais les tweets de Julian Petrolas, il troll, là. Il dit, ouais, dans 10 jours, Mercure rétrograde, il va y avoir une baisse, etc., machin. Depuis 2 ans, à chaque fois. Et ça baisse. Ah ouais, ça baisse. Non, mais pas à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois. Mec, je vais me noter la prochaine tu regarderas. Mais du coup, j'ai regardé sur ChatGPT et en fait, apparemment, c'est un truc où les communications réduisent, les machins, il y a plus de, j'en sais rien. Mais bon, bref, on va pas s'égarer là-dessus, mais c'est marrant de voir ça. Stratégie d'investissement de fou, t'investis quand Mercure rétrograde et tu... Ouais, c'est ça. Non, mais ok. Ouais, il y a quelques petites anecdotes comme ça. Franchement, c'était assez drôle. Ouais. Ok. Et pour toi, selon toi, parce qu'il y a pas mal de gens qui me posent la question, je voulais te poser la question, plus business, du coup, de manière générale, c'est quoi, pour toi, l'avenir du high ticket et de la vente high ticket de manière générale? Est-ce que tu penses qu'on se dirige vers de la vente de produits plus chers, moins chers, de la vente de produits différents? Comment est-ce que tu vois, genre, les choses, toi, sur les prochaines années? Bon, le marché, il y aura toujours des produits chers, des produits moins chers, il y aura toujours des problématiques plus dures, moins dures. La question, c'est, je pense que le marché va se diriger de plus en plus vers des excellents produits, et que on va avoir, si tu veux, une espèce ça sera soit des produits entre 0 et 100 euros, soit des produits entre 15 et 50 K. D'ici quelques années, pour moi. Donc ça sera vraiment du très low ticket en information, soit vraiment des écoles. Et en fait, on retrouvera un petit peu on ira vers des modèles qui iront copier le modèle classique. On voit des écoles qui sont entre 6, je sais pas, et 30K l'année. Je pense qu'il y aura de plus en plus des modèles comme ça, avec des mentorships. Et je pense que ça va s'institutionnaliser progressivement, que ça va prendre le temps que ça prendra, mais c'est évident que là, de toute façon, les flux financiers sont en train de transférer de l'éducation traditionnelle à l'éducation en ligne. Enfin, c'est inévitable, voilà. Donc, la question, c'est comment est-ce que tu arrives à surfer le plus là-dessus, comment est-ce que tu arrives à faire le meilleur produit possible, comment est-ce que tu arrives à, voilà. Globalement, c'est tout ça. Ok, donc tu penses que globalement ça va se polariser et qu'il y aura du très low ticket et du très high ticket, quoi. Ouais, polariser, ouais, c'est ça, c'est le terme. Ok. Et je pense que moi j'ai un avis sur ça par expérience, pour avoir vendu des produits à, tu vois, 20, 30K en high ticket. Ça m'a jamais paru plus compliqué de vendre à 20, 30K. Au contraire, pour moi c'est plus simple de vendre genre à 20, 30K que à 7K, 5, 7K, tu vois, des offres mid. Je sais pas ce que t'en penses. Non, mais c'est sûr que t'attires en général, en fait, quand je pense qu'il y a t'as un biais parce que quand tu fais des offres à 20-30K, c'est des offres qui sont souvent exclusives, avec des vraies places limitées, avec une cible et une partie d'audience qui est vraiment très aware, qui vient apply ces offres-là. Et en fait, t'as rarement des offres, des personnes qui viennent en mode découverte là-dessus. Les offres à 5, 6, 7, 8, c'est des offres assez, qui, en tout cas, où il y a plus des offres best-sellers, quoi.
T'as plus de personnes qui vont venir applier là-dessus. Alors qu'en général, quand tu fais des offres à 30K, t'as 1-2 places max parce que la délivrabilité doit suivre derrière. Quand je dis doit suivre derrière, c'est que tu promets des choses qui sont beaucoup plus grosses et donc forcément, ça demande des efforts beaucoup plus importants qui sont beaucoup moins scalables. Je connais pas beaucoup d'offres à plus de 30K qui sont extrêmement scalables dans le terme de l'info, sauf si c'est vraiment à 10K par an sur 3 ans avec du done for you. Mais donc voilà quoi. Ouais. Toi, t'en vends actuellement des offres au-dessus de 20K ou t'es concentré? Non, nous on a 3 pricing différents. On a une offre à 30K, mais on l'est plus en vente pour un bon petit moment parce que du coup il y a une personne qui est partie dessus sur du one-one avec moi. Donc c'est là je peux pas. Même si des gens me diraient tiens one-one avec toi Mathis demain machin etc. Je pourrais pas parce qu'en fait j'ai que 24 heures de journée, j'ai plein d'autres trucs à côté etc. J'ai envie de gagner de l'argent aussi à côté sur plein d'autres trucs, donc ce serait pas intéressant pour moi d'en vendre une autre. Et après on a d'autres pricing différents en dessous de 20K avec d'autres offres avec du sur-mesure etc. Ok. Ouais, donc la plupart c'est en dessous de 20K. Ouais. Ok. Et t'en prends encore là des calls ou t'as totalement arrêté toi? Ah moi je prends plus aucun call. Non, plus aucun call. Ah oui, depuis début septembre. Complètement. Début septembre. Ok. Ouais, donc ça fait un petit moment. Ça te manque pas? Non, parce que j'ai jamais vraiment l'impression d'avoir arrêté les calls, parce qu'en fait je prends des calls je passais à des offsets. Ok. Donc en fait je suis tout le temps dans l'écoute des calls, je suis tout le temps dans la reprise, je suis tout le temps, donc en fait je suis complètement impliqué encore. Ok. Ah ouais, t'as pas de head of sales, du coup c'est toi qui gères ça? Non, j'ai pour l'instant ça viendra, mais pour l'instant en tout de 500K par mois je peux ne pas avoir de head of sales. Okay, ouais. Moi je trouve que c'est des trucs plein de gens, peut-être que c'est ça qui me fait aussi pas grossir aussi vite que je voudrais, hein. Peut-être parce que je les ai pas encore fait, mais c'est aussi ce qui nous permet d'avoir une croissance lente mais sûre et d'aller chercher beaucoup de profit. On a fait en octobre notre record, 311 500 € de chiffre d'affaires à plus de 80% de profit. C'est parce que toutes les choses effectivement que d'autres auraient pu déléguer plus rapidement, je m'assure que ce soit bien fait, en ordre, et ça nous fait gagner du profit. Alors jusqu'à le moment où on va le déléguer, mais du coup ça nous aura permis de gagner assez de cash en valeur absolue pour pouvoir le déléguer en ayant beaucoup de profit. Et ce qui nous donne, enfin, il y a des personnes qui font 1 million d'euros par mois et qui font moins de profit que moi je fais parce qu'elles ont un associé, parce qu'elles ont des structures avec beaucoup d'argent investi en ads, parce qu'elles ont des structures très lourdes avec des managers qui parfois ne sont pas utiles. Et je connais des personnes autour de moi, dans mon entourage, qui sont associées à d'eux, qui font des 500K par mois et qui, au final, dans leur poche à la fin du mois, rentrent moins que ce que moi je fais rentrer tous les mois dans ma boîte. Ouais. Donc, où est-ce que tu veux, surtout que on n'est pas sur des business à valo, sur des startups où il faut aller chercher de la valorisation, chercher du chiffre d'affaires, etc. On est sur des business à cash flow où ce qui va compter, c'est vraiment le profit et le cash que tu fais rentrer. Carrément. Ouais, c'est pas des business qui sont faits pour être valorisés. Ouais, donc toi t'essayes de maximiser, enfin de rester sur une croissance lean sans trop perdre de cash en déléguant des pourcentages à droite, à gauche, genre s'il y a des choses que tu peux faire et qui te prennent pas énormément. C'est ça. Ouais, puis justement, enfin tu vois, j'ai 21 ans, je peux dormir un peu 6 heures par nuit. Je dis pas que je ferai ça toute ma vie, je dis juste que là c'est bon, je peux être dans les tranchées. Évidemment que quand t'as une famille, que t'as d'autres priorités, tu vas déléguer plus rapidement, quitte à sacrifier une partie de ton profit, c'est ok, très bien. Et on le fait pour des clients, on le voit bien. Dans ma situation, je considère que je peux me permettre d'aller chercher ce profit-là pour le réinvestir et aller faire plus de croissance plus rapidement et faire jouer le temps en ma faveur. Ta priorité là, toi actuellement, c'est genre faire de l'argent, genre l'argent c'est ton obsession principale aujourd'hui? Ouais, 100%. Ok, jusqu'à quand tu penses? Jusqu'à au moins 10 millions. DM? Ok. Ouais. DM, c'est genre le stade auquel tu te dis je suis riche ou pas encore? C'est le stade sur lequel je sais pas si je dirais riche. Riche, je pense que il faut que tu aies 25 fois ce que tu dépenses par an. Okay. Pas forcément cash flow, mais en termes de capital, quoi. Patrimoine. Mais à partir de DM, je pense que tu appréhendes la vie de manière différente. Le capital se multiplie beaucoup plus rapidement. Quand c'est pas DM que t'as gagné au loto, ce qui arrive jamais, en fait. Quand c'est DM que t'as vraiment gagné toi-même, tu comprends la difficulté de faire DM. Ouais. Donc tu le réinvestis avec et puis surtout c'est pas que arriver à 10 millions. C'est arriver à 10 millions, mais t'arrives à 10 millions avec les compétences qui t'ont amené à 10 millions, avec les erreurs qui t'ont coûté X et qui t'ont amené quand même à 10 millions, et avec tout le bagage qui te permet de pouvoir être à 10 millions et de pas les perdre. Demain, tu me donnes 20 millions, je te donne 10 millions, on sait pas les gérer. On sait pas gérer les emmerdes fiscales qu'il y a autour de ça, les emmerdes juridiques, tous les gens qui vont vouloir pomper notre fric. Donc c'est un processus qui peut être plus ou moins long, mais qui est dans l'ordre naturel des choses et qui ne fait si tu t'abandonnes jamais,
Les emmerdes que t'as à 10K sont pas les mêmes que t'as à 100K, que t'as à 1 million, que t'as à 2 millions, que t'as à 3 millions, etc. Carrément. Ouais, carrément. Et après, ça, je sais pas si toi tu crois à ça, mais moi je trouve ça, pour l'expérimenter en ce moment même, je trouve ça plutôt vrai. Je trouve que le plus dur, c'est genre de 0 à 10, et après, enfin, tout se multiplie plus rapidement et t'as beaucoup plus de leviers dans tout ce que tu fais, donc c'est beaucoup plus simple, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais choisi le closing comme business model, moi, quand je me suis lancé, parce que avant, tu vois, j'avais lancé plein de choses, plein d'autres business, sur différentes choses. Moi, j'avais choisi le closing pour ça, parce que, selon moi, en tout cas, et je le pense encore, le closing, c'est genre la chose la plus simple pour passer de 0 à 10. Donc, de 0 à 10K par mois, pour moi, c'est genre la chose la plus simple parce que t'as pas de délivrabilité, t'as pas de gestion, t'as pas de marketing à faire. Enfin, c'est juste te focus sur la compétence et genre masteriser une compétence. Par contre, pour passer de 10 à 50 à 100, là, ça fonctionne moins, ou alors faut évoluer sur d'autres choses en rapport avec la vente. Mais moi, je pense que ouais, de 0 à 10, c'est une des choses les plus simples et rapides, entre guillemets, que tu peux faire pour aller chercher 10, 15, 20K par mois. Je suis 100% d'accord. Complètement. Je pense que, parce qu'en fait, c'est juste une compétence. Et de mon observation, il y a beaucoup de closers sur le marché français maintenant. Il y en a énormément, de plus en plus. Mais il y en a beaucoup qui sont moyens, justement. Comme on disait tout à l'heure, tu vois, il y a énormément de closers qui sont en vrai moyens et qui sont pas dans l'idée de masteriser vraiment la compétence et Après, c'est comme tout, hein. T'as très peu de bons professeurs, très peu de bons docteurs, très peu de bons, parce que les gens veulent pas forcément s'infliger ça. Ça demande beaucoup de travail, des sacrifices d'être bon dans une discipline. Peu importe la discipline de la profession, il faut faire des choix, et les choix, c'est toujours choisir, c'est renoncer, comme on dit. Ouais, c'est mon père toujours. Donc, faut renoncer à certaines choses pour en choisir d'autres. Et ce que tu ne changes pas, tu le choisis aussi. Donc, ouais, carrément. Ouais, c'est pour ça que, de toute façon, je suis d'accord. Dans la moyenne, dans la plupart des domaines, la moyenne reste moyenne. Juste. C'est pour ça que c'est la moyenne. Pour finir, j'avais un petit truc. Tu me dis si t'es chaud. C'est genre, on fait un vrai ou faux. On peut en faire un sur la partie business, de manière générale, la vie perso, etc. Et un après sur la vente. Vas-y, okay. Go. Donc le but, c'est genre, il y a 20 questions à chaque fois, on enchaîne et tu dis vrai ou faux sans trop de justification. Allez, c'est parti. Ok. Donc le premier sur le business. Tout le monde peut devenir riche. Vrai. Le confort empêche de réussir. Faux. Ok. Être pauvre est souvent une responsabilité personnelle. Si tu n'es pauvre, non. Si tu le restes, oui. La majorité des gens préfèrent se plaindre que changer. Oui, c'est normal. Travailler dur suffit pour réussir. Non. Vouloir une vie équilibrée empêche de devenir excellent. Vrai. Il faut sacrifier sa vie perso pour réussir. Vrai. Les études font perdre du temps. Ça dépend ce que tu veux faire. Ok. La discipline est plus importante que le talent. Vrai. L'argent rend plus libre. Vrai. La plupart des gens ne travaillent pas à la hauteur de leurs ambitions. Vrai. Et je pense qu'ils se mentent sur leurs propres ambitions aussi. Je pense que c'est un cercle vicieux. Parce qu'ils ne travaillent pas assez, donc ils se manquent sur leurs vraies ambitions, et du coup ils se mettent des croyances limitantes, alors qu'en réalité, au fond d'eux, ils veulent plus, mais ils travaillent pas assez, du coup ils veulent moins. C'est ça. C'est comme tous les, j'adore les voitures. Comme tous les car guys qui disent, ma voiture de rêve, c'est, je sais pas, une M2, voiture de rêve. En fait, au fond d'eux, leur vraie voiture de rêve, ça serait une supercar, ça serait une Huracan, une Lamborghini, un truc. Mais parce que ça leur paraît tellement loin, impossible, leur voiture de rêve devient une M2. Alors qu'en réalité, tu leur mets une Huracan et je t'aime ça pour ceux qui connaissent les voitures, ils choisissent immédiatement sans réfléchir la Lamborghini. Et en fait, c'est ce truc-là de se dire, pourquoi pas? Ouais, j'ai vu, je sais plus qui en parlait, mais j'avais vu une vidéo sur ça, c'est que les gens ont des ambitions à la hauteur du travail qu'ils vont fournir. Enfin, si tu travailles énormément, que tu sais que tu travailles plus que les autres et que tu sais que tu mets en place plus de choses que les autres, tu vas te permettre à toi-même d'avoir des ambitions plus hautes et de croire à des choses plus hautes. 2000%. Mais si t'as pas l'identité si t'as pas l'identité nécessaire pour croire à ces choses-là, bah derrière c'est compliqué, quoi. Je pense que vraiment, cette partie, effectivement, cette partie de croyances limitantes, ce système de croyances limitantes, c'est le truc qui est le plus, mais vraiment le plus sous-estimé. Moi, c'est vraiment ce qui m'a permis d'accélérer, c'est de rencontrer des gens qui font ce que tu fais par mois à la journée. Et là, tu te remets en question, alors que ces personnes-là ont juste plus bossé que toi, en fait. Donc, carrément. voilà. Ouais,
Bah, de toute façon, l'identité pour progresser de manière générale, ça joue beaucoup. Et même dans la vente, tu vois, moi, c'est un truc que j'utilise beaucoup. L'identité du prospect pendant un call, etc., le faire changer d'identité. Genre, c'est un truc puissant et même pour réussir. Du coup, je suis 100% d'accord avec toi. Ok, let's go. Bah, on peut faire la deuxième sur la vente, plus axée sur la vente si t'es chaud. Et après, pour Allez, dire ton mot de la fin. Vendre, c'est manipuler. C'est une connotation négative, donc je dirais faux. Ok. Les scripts Non, c'est faux, c'est même pas ça. Je dirais faux, parce que je vais pas me justifier, c'est le concept du coin. Vas-y. Le closing etiquette est trop agressif aujourd'hui. Quand tu dis que j'ai pas bien compris la question, quand tu dis le closing etiquette, c'est le marché, c'est quoi exactement? La façon dont on close de manière générale, c'est trop agressif. Faux. Ok. Les scripts rendent les closers moins bons. Faux. Vendre cher est plus facile que vendre pas cher. Vrai. Un closer doit aimer l'argent pour performer. Vrai. La vente est surtout de la psychologie avant une question de compétence. Vrai. Un mauvais produit peut quand même se vendre. Vrai. Un closer peut réussir sans devenir manager. Vrai, bien sûr. Les meilleurs closers suivent pas toujours de script, ils sont surtout à l'écoute du prospect et pensent sincèrement pouvoir les aider. Vrai, évidemment. L'IA peut-elle un jour remplacer les closers? Vrai. Ah ouais, tu penses? Je fais une petite pause. Tu penses que l'IA peut remplacer les closers? 2000%. Bah, c'est déjà le cas aux US. IA vocal? Ouais, il y a vocal, même des avatars. Aujourd'hui, de toute façon, toutes les conneries en France, les 01, 04 qui t'appellent pour l'énergie de facture Enedis, c'est que des IA maintenant. Et aux US, ils ont des trucs parce que c'est en français, donc les IA, les IA vocales mettent un peu plus de temps, mais aux US, ça sera. Je pense dans quel horizon de temps? En vrai, c'est intéressant. Je m'étais 2 pas. ans. Dans 2 ans, je pense que les closers, c'est fini. Non, mais que les grosses boîtes n'auront plus, enfin, pas que c'est fini, mais que il y en a qui pourront être remplacés par des closers, mais comme des consultants peuvent être déjà remplacés, des consultants KPMG peuvent être remplacés par un Grok ou un ChatGPT++ ou un Claude Code. Pourtant, ils sont encore là. Donc, il y a 15 ans avant que ça soit vraiment wipe out. Mais d'ici 2 ans, c'est techniquement possible. Donc, techniquement possible. Et après, il y aura toujours la nuance, le côté humain des closers qui jouera sur. Je sais pas, mais oui, en tout cas, il y aura une adaptation de marché. Il y aura plein de choses qui jouera, qui fera que ça mettra au moins 15 ans avant qu'il y ait un vrai changement systémique. Ouais, c'est clair. Ok, Mathis. Bah, écoute, merci beaucoup. J'ai une petite question de la fin pour toi. Bien sûr. Que j'avais entendu dans un podcast que tu dois connaître. Je pense que tu as déjà entendu la question. Si tout ton contenu disparaissait d'Internet et qu'il te restait 60 secondes pour laisser un message au monde, qu'est-ce que tu dirais? Putain, c'est dur. Qu'il faut absolument toujours remettre en question les normes établies, ce qui est pensé, avoir un esprit critique premier, ne pas accepter sa situation actuelle, ne pas se donner de limitations, ne pas vivre comme on nous dit de vivre, mais vivre comme on en a envie. Et que tout est absolument possible à partir du moment où vous décidez que c'est possible. Et il faut être juste prêt à mettre les sacrifices en face pour arriver à nos objectifs. Ok, c'est beau. Bah, écoute, Mathis, merci beaucoup. C'était très cool. Je pense que c'était énorme. Désolé du retard encore. C'est pour ça qu'on est courte. Pas de souci. Et puis, je connais tes skills en vente. Je sais que t'es un fucking killer. Donc, incroyable. Ça me fait trop plaisir de venir. Et, puis voilà. 100%. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir de t'avoir aussi. T'as une très, très bonne expérience en vente aussi. Donc, c'était très cool. Si tu veux passer un mot de la fin, rediriger les gens vers un de tes réseaux, un produit. Bon, vous pouvez voir ma chaîne YouTube, c'est là où je donne le plus de contenu pour ce qui est des offres. Voilà, si ça vous intéresse. Let's go, parfait. Bon, on mettra tout ça en description. Merci beaucoup Mathis, à la prochaine et puis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.